C'est pour empester la situation. C'est pour faire en sorte que la guerre devienne la seule issue. Mais nous disons non, parce que nous connaissons la guerre. Et ils parlent la guerre, ils ne la connaissent pas. Nous connaissons la guerre parce que nos populations ici à l'est du pays ont vécu la guerre. Ils savent, ils ont été victimes de la guerre pendant longtemps. Ils savent ce que c'est la guerre. À Kinshasa, ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais vécu une guerre. Voilà pourquoi ils parlent la guerre sans savoir ce que c'est. Mais nous qui connaissons la guerre, nous disons non. Décryptage, sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Les deux parties en conflit à l'est de la République démocratique du Congo s'auto-accusent sur la reprise des affrontements qui s'observent dans les régions. À Doha, ça vacille. Pas de précision jusqu'à maintenant. Quel avenir pour ces processus? Dans cette émission, nous allons également parler d'une solution qui semble aussi mettre fin à cette crise à l'est de la République démocratique du Congo, le fédéralisme. J'ai l'honneur, le privilège, le bonheur de recevoir le coordonnateur adjoint de l'F123, Bertrand Bissimois, dans cette émission pour parler de tous ces éléments. Monsieur Bertrand Bissimois, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Nous sommes bien portants, merci. Très bien. Alors, je vais me mettre pour poser à la fois les questions qui nous intéressent, également les questions des internautes, parce que quand j'ai annoncé l'émission, c'est tout le monde qui voulait m'envoyer des questions. Et la première question que je pose, c'est le gouvernement congolais, la F123, a mené ces dernières semaines plusieurs attaques meurtrières contre les populations civiles et les FARDC, en violation du cessez-le-feu de Doha. Comment vous répondez à ces accusations? D'abord, il faut dire que c'est une diversion que le gouvernement congolais utilise pour couvrir ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a toujours fait. Le gouvernement congolais n'a jamais arrêté la guerre depuis que nous avons signé la déclaration des principes de Doha qui nous exigeait à nous tous d'observer un cessez-le-feu. Cela n'a jamais été le cas du côté gouvernemental. Ils ont toujours attaqué nos positions. Au fait, ce qui a fait que il n'y ait pas une escalade à ce moment-là sur la ligne des fronts, c'est parce que nous avons refusé de tirer avantage de ces attaques. Voilà pourquoi nous continuons à nous défendre sans pour autant mettre suffisamment de la pression sur aussi le gouvernement. C'est ça qui fait en sorte que jusqu'à présent, il y a encore une situation tolérable. Mais malheureusement, depuis un certain temps, ils ont amené des troupes sur les lignes de front. Il y a des troupes qui sont venues, par exemple, de Kindu vers Shabunda. Il y a des troupes qui viennent de Kinshasa, qui passent par le Burundi pour entrer... Déjà par le Burundi, un pays voisin? Oui, tout à fait, le pays voisin. Il y a des troupes qui passent par là. Je veux même dire qu'il y a des armes lourdes qui sont installées au Burundi et qui sont destinées à pouvoir harceler nos positions sur les hauteurs d'Uvira. Il y a même des drones qui sont installés à l'aéroport du Burundi qui attaquent souvent nos populations à Minembwe. La situation aujourd'hui à Minembwe est très inquiétante parce que Minembwe aujourd'hui est pris en otage. Il est asphyxié. Le gouvernement a encerclé Minembwe par toute sa force, Wazalendo, FDLR, FRDC, Maïmaï et même les troupes burundaises, à telle enseigne que personne n'est autorisé à quitter Minembwe, à entrer Minembwe. Vous parlez du Burundi, toujours dans vos déclarations. Est-ce que ça devient déjà un pays au conflit? Mais le Burundi a toujours été un pays au conflit. Vous savez, vous vous rappelez de toutes les batailles qui ont été menées dans les Nord Kivu. C'était le Burundi qui était sur la première ligne de front. Et vous, les journalistes, vous avez été là, vous avez déjà couvert cette réalité-là. Ici à Goma même, les Burundais étaient ici. Dans ce cas-là, de pouvoir mener des attaques contre nous. Nous en avons arrêté même les militaires burundais sur la ligne de front. Nous les avons présentés à la presse. Donc, ce n'est plus un secret pour toute personne qui se suit la situation au Congo que le Burundi est belligérant dans notre pays. Nous faisons une interview en période de conflit. Vous allez recadrer certains mots si je place les mots qui n'est pas à sa place. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en période de tension aujourd'hui
entre vraiment une tension vive entre l'M23 et le gouvernement congolais aujourd'hui? Non, on ne peut plus parler de tensions vives, on parle de la guerre. Parce que nous sommes attaqués de partout. Et le gouvernement s'apprête à généraliser la guerre, même dans les Walikale, parce qu'il y a des forces qui viennent, qui sont venues de Kisangani et qui sont déployées sur la ligne de front à Walikale. Vous savez que récemment, ils nous attaquaient encore sur la ligne de front de Massissi. Et c'est parce que nous les avons découragés qu'ils ont essayé un peu de reculer. Mais aujourd'hui, ils nous mènent des attaques à Walungu, à Kabare. Ils font des infiltrations. Même récemment, ils ont tenté une infiltration à Bukavu. Ils sont allés tuer un homme d'affaires à Bukavu, un pasteur. Et ils tentent également des infiltrations du côté de Katana, ainsi de suite. Et quand ils le font, eh ben, il est difficile sur les médias. Je crois que sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment les Wazalendo qui s'infiltraient dans la ville et comment il s'est filmé avec une certaine clameur publique. Donc, c'est des choses qui sont des réalités que tout le monde peut vivre, que tout le monde peut voir. Nous ne racontons pas des histoires. Vous accusez de votre côté Kinshasa, on l'a vu même dans la conférence de presse, de manœuvres offensives et surtout des mouvements massifs des troupes. Vous venez aussi de les dire tout à l'heure. À part ça, vous avez d'autres preuves ou éléments concrets qui mais les preuves, tout le monde ces sait. affirmations? Nous n'avons pas besoin d'apporter d'autres preuves parce que les preuves sont là, la guerre est là, la population vit cette guerre-là et tout le monde peut aller les témoigner. Les vidéos eux-mêmes qu'ils se filment en train de nous faire la guerre et qu'ils diffusent et avec la clameur publique, mais c'est tout le monde qui suit ça. Donc, quelles autres preuves voulez-vous que nous puissions apporter? Parce que la guerre est là, tout le monde vit cette guerre. Alors que nous sommes dans le processus du Doha, et pour parler de Doha aujourd'hui semble dans l'impasse, en tout cas il faut l'affirmer. Selon vous, quelle est la principale raison de ces blocages? Je précise 3 éléments. Est-ce que un manque de volonté politique de Kinshasa? Est-ce que une divergence sur le point de fond lorsque vous étiez en train de parler? Ou carrément on peut se permettre de dire qu'il y a absence des garanties internationales? Non, il n'est rien de tout ça. La vérité, c'est que Kinshasa n'a jamais eu la volonté de négocier. Ça, vous le savez, ils l'ont assumé plusieurs fois, pendant plusieurs années sur les médias, à travers le chef de l'État lui-même, il l'avait dit. S'ils sont venus à Doha, c'est parce qu'ils y ont été contraints. C'est parce que nous avons fait échouer l'option militaire à ce moment-là. Alors, ils avaient besoin de se réorganiser militairement et ils avaient besoin du temps pour ça. Et c'est ainsi qu'ils ont accepté de venir à Doha, pas pour venir négocier. On vous a toujours dit que même à Doha, la délégation qu'ils ont amenée là-bas, c'est une délégation des agents de renseignement. Il n'y avait pas de politique là-dedans. Donc, des agents de renseignement qui n'avaient pas de mandat de négocier. Donc, ça, ce sont des preuves qui prouvaient que Kinshasa n'avait jamais eu l'intention de négocier. Et même lorsque nous nous mettons d'accord sur un certain nombre de choses, lorsqu'il arrive au moment de signer, il se rebiffe. La fois passée, lorsque nous discutions sur la déclaration des principes, nous nous sommes mis d'accord, après ils ont refusé de signer. Ils ont signé après la pression américaine. C'est cette pression-là qui les a amenés à signer, mais ils n'ont jamais voulu signer quoi que ce soit avec nous. Donc, cette volonté n'y est pas. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 choses qui devraient être faites pendant ce moment-ci, avant la reprise des travaux, sur les questions des fonds. Nous nous sommes mis d'accord sur un cessez-le-feu, avec des mécanismes qui devaient garantir la vérification de ce cessez-le-feu et le respect de ce cessez-le-feu, et avec également la libération des prisonniers. Mais les 2 points, Kinshasa continue à les bafouer. Ils continuent à lancer la guerre. Vous l'avez appris, ils ont dit à travers les médias qu'ils ne pourront jamais libérer nos prisonniers avant qu'on ait un accord global. Or, l'accord global dont ils n'ont pas eux-mêmes la volonté de pouvoir négocier avec nous. Donc, vous sentez qu'ils sont en train d'amener tout le monde en bateau. Jusque-là, vous réaffirmez être toujours engagé pour la paix. Si Doha aujourd'hui reprenait, par exemple, quelle concession minimale serez-vous prêt aujourd'hui à faire? D'abord, il faut dire que nous avons toujours été pour une solution politique. Parce que nous y croyons fortement. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir une solution militaire aux problèmes ou aux causes profondes des conflits.
il doit y avoir une solution politique. Deuxième chose, si nous sommes à Doha, c'est parce que nous avons accepté de faire autant de concessions pour que le gouvernement de Kinshasa puisse y être également et discuter avec nous. Nous avons gagné la guerre. Nous avons repoussé. Nous pourrions donc radicaliser nos positions. Mais nous avons refusé, nous avons dit, quelle que soit la victoire que nous avons, d'abord la solution, elle est politique. Et nous avons défendu cette option-là, c'est ainsi que nous sommes allés à Doha pour aller négocier. Et sur la table de négociation, c'est nous qui faisons des concessions. Dites-moi. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, jusqu'ici? Dites-moi, nous avons libéré plus de 1283 militaires, policiers, wazalendo du gouvernement congolais. Par l'entremise du CICR, ces personnes ont été acheminées à Kinshasa. En contrepartie, Kinshasa devait nous restituer également les prisonniers, les citoyens congolais de Goma, de Bukavu, qui prend en otage à Kinshasa. Il ne l'a pas fait. Nous avons quitté de la manière volontaire Walikale pour permettre la tenue du dialogue de Doha. En contrepartie, Kinshasa également devait libérer nos prisonniers. Ils n'ont pas fait. Voyez, nous sommes arrivés à Doha. Nous avons dit, écoutez, maintenant nous sommes tous pour la paix et que nous devons évoluer. Et que nous exigeons maintenant que nous puissions créer une zone tampon sur la ligne de front, de manière à rendre impossible la guerre. Parce que dans ces tampons-là, dans ces zones tampons, devrait être déployée une force neutre. Le gouvernement congolais a refusé. Il dit non, il ne veut pas de la zone tampon, parce que si on parle de la zone tampon, on parle de la balkanisation du pays. Or, la zone tampon devait permettre à ce que la guerre ne puisse plus reprendre pour que nos populations puissent avoir la paix. Ils l'ont refusé. On leur a dit, écoutez, vous vous éloignez de la ligne de front de 5 km et nous également de 5 km. Ils ont refusé de le faire. Voyez. Donc, quelles sont les concessions qu'eux font par rapport à nous? Voyez. Chaque fois qu'il y a blocage, c'est chez nous qu'on vient chercher. Parce que Kinshasa est carré dans ses positions. Quand il dit une chose, il est carré, il construit des murs autour, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et vous avez entendu ce qu'ils ont dit à travers les médias par rapport à Doha. Pour eux, Doha, bon, c'est juste pour obtenir le retrait des troupes du M23, pour qu'elles viennent s'installer à Goma. C'est ça, il n'y a que ça qu'ils attendent. Rien d'autre. Donc, quand ils disent des choses comme ça là, c'est justement pour, en quelque sorte, doper la guerre. C'est pour empester la situation. C'est pour faire en sorte que la guerre devienne la seule issue. Mais nous disons non, parce que nous connaissons la guerre. Et ils parlent la guerre, ils ne la connaissent pas. Nous connaissons la guerre parce que nos populations ici à l'est du pays ont vécu la guerre. Ils savent, ils ont été victimes de la guerre pendant longtemps. Ils savent ce que c'est la guerre. À Kinshasa, ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais vécu une guerre. Voilà pourquoi ils parlent la guerre sans savoir ce que c'est. Mais nous qui connaissons la guerre, nous disons non. La guerre n'est pas appropriée pour nos populations. Nous devons discuter, nous devons trouver une solution à l'amiable. Est-ce que vous avez donné une condition impossible au gouvernement qui bloque le processus aujourd'hui? Il n'y a aucune condition que nous avons posée au gouvernement. La seule chose que nous disons, nous devons traiter ensemble les causes profondes des conflits. Nous devons savoir comment ramener la paix définitive à l'est du pays. Il faut qu'on discute. C'est la seule chose que nous disons à Doha. Vous avez fait des déclarations et vous parlez du fédéralisme. Ça revient comme une voie de sortie durable à la crise congolaise aujourd'hui. Comment répondez-vous à ceux qui y voient une étape vers la partition du pays et non un modèle d'unité renforcée? D'abord, je dois vous rappeler une chose. Tous les forums, toutes les occasions de forums où les Congolais ont eu l'occasion de se rassembler pour parler de leur pays, ils ont toujours choisi le fédéralisme.
en commençant par la Constitution de Luobu, en passant par la Conférence nationale souveraine, même si nous avons des choses à reprocher à cette conférence, ils parlaient de fédéralisme. Et également, lorsqu'ils se sont retrouvés à Sun City, les Congolais, ils étaient tous pour le fédéralisme. La majorité des partis politiques qui sont à Kinshasa, leur option, c'est le fédéralisme, y compris même l'UDPS. Le projet original de l'UDPS, c'est le fédéralisme. Donc, lorsque nous parlons fédéralisme, nous parlons pour le peuple congolais. Et lorsqu'on parle du fédéralisme, ben, il faut être un peu insensé pour le confondre à la balkanisation. Les États-Unis aujourd'hui, c'est le pays le plus fédéralisé du monde. Et c'est le même pays qui est le plus unitaire du monde. Ils ont une identité américaine et les Américains sont fiers d'être américains. C'est le pays le plus puissant, et sur le plan économique, et sur le plan militaire. C'est le pays qui sert de modèle aujourd'hui au monde. Il n'y a pas de menace de balkanisation aux États-Unis. Mais pourquoi nous parlons du fédéralisme? Non seulement et parce que pourquoi seulement aujourd'hui? Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas seulement aujourd'hui que nous parlons du fédéralisme. De tout le temps. Depuis que nous avons commencé cette élite, nous avons toujours dit que l'une des solutions aux problèmes quand notre pays se trouve confronté, c'est le fédéralisme. C'est l'une des solutions. C'est-à-dire, les problèmes qui se posent dans notre pays, c'est un problème de gouvernance. Où il y a des prédateurs qui se sont installés à la tête du pays et qui pompent l'argent des provinces et qui appauvrissent les populations. Alors nous disons que cela doit cesser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le système unitariste, avec la centralisation, la force de centralisation qu'il y a dans le pays, et avec la volonté de fausser la décentralisation qui a été adoptée récemment avec la constitution de Sun City, évidemment, qui a créé quelque chose qui est en califourchon entre le fédéralisme et l'unitarisme. En fait, les dirigeants congolais ont faussé cette décentralisation. 40% qui devaient revenir aux provinces n'est jamais octroyé aux provinces. Aucune province n'a bénéficié de 40% des fonds qu'elle produit. Et vous rappelez que la Constitution a prévu la retenue à la source. Mais Kinshasa a changé cela en rétrocession, en disant, écoutez, vous envoyez tout ici à Kinshasa et moi je vous restitue 40%. Et aucune province n'a jamais eu 10%. Et puis après, on les donne après plusieurs mois d'impayés. 9 mois, 10 mois, 11 mois, après on paye 9%. Vous voyez, ça asphyxie carrément le développement de notre. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des provinces pauvres quand même? Ou si on appliquait le fédéralisme, ils seront plus pauvres qu'aujourd'hui? Non, justement, il y a ce qu'on appelle la caisse de péréquation, justement, qui permet à ce que les autres provinces puissent mettre dans la caisse de péréquation une quote-part qui peut aider les provinces démunies à se remettre sur le même niveau que les autres provinces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais le fédéralisme demande quoi? Demande à ce que chaque province utilise les moyens qu'il a, qu'il les développe pour qu'ils soient utilisés pour ses propres dépenses. Quelle est la province qui est la plus pauvre dans ce pays? Parce que vous, lorsque vous parlez des richesses, vous ne parlez que des minéraux. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de pays dans ce monde qui vivent sans minéraux? Nous avons cette forêt-là, mais c'est une richesse énorme, avec tous les bois qu'il y a là-dedans, avec tous les domaines de chasse qu'il y a. Mais il y a des États qui vivent du tourisme, dont 60% du budget est financé par les fonds qui viennent du tourisme. Le problème, c'est qu'avec notre pays, c'est qu'on nous a fait voir qu'il n'y a que les minéraux qui sont les richesses, constituent des richesses d'un pays. Non. La première richesse d'un pays, c'est sa population. Ce sont les ressources humaines. Parce que ce sont les ressources humaines qui ont la capacité de penser et de transformer. Nous avons les minéraux ici et profitent à qui? Mais nous sommes plus pauvres ici
dans ce pays, alors que nous avons des minéraux. Donc, c'est pas des richesses, ce sont des potentialités qui demandent maintenant une transformation à partir de nos têtes. C'est nous qui devons réfléchir sur la manière de transformer ces potentialités en richesses. Et aujourd'hui, il n'y a aucune richesse au Congo à part les ressources humaines. Félix Antoine Tshisekedi s'est levé pour proposer la révision de la Constitution. La F-123 s'y opposait catégoriquement. Si on passe au fédéralisme, il faudra réviser la Constitution. Oui, d'abord, il faut savoir toujours pourquoi on veut faire la révision de la Constitution. C'est là le problème. Lorsqu'on veut réviser la Constitution juste pour se taper un autre mandat et continuer à pérenniser la prédation et pérenniser la faillite de l'État, pérenniser la mauvaise gouvernance, nous lui disons non. Mais s'il faut changer la Constitution pour adopter des principes révolutionnaires qui peuvent aider le pays à pouvoir se remettre à son niveau et remettre une gouvernance qui prend en charge les problèmes des sociétés et faire en sorte que l'on fasse sortir la population de ce bourbier dans lequel elle se trouve, je crois que ce sont des décisions courageuses qu'on doit prendre. C'est-à-dire, tout dépend de l'objectif qu'on a en changeant la Constitution. Très bien. Je vais finir par ma dernière question. Oui. 4 ou 5 fois, vous parlez de la neutralisation, de la menace à la source. C'est pas un langage nouveau. Ça commence quand? Non, écoutez, lorsque nous parlons de la neutralisation de la menace à la source, c'est ceci, lorsqu'on nous attaque et que nous prenons l'option d'aller faire taire les armes à partir d'où elles tirent. Et depuis que nous avons opté pour le cessez-le-feu, nous avons arrêté ces stratégies-là. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de choix. Vous allez y aller. Si Kinshasa n'accepte pas ou n'entend pas la voix de la raison, nous allons faire taire ces armes. Partout d'où ils nous tirent. Parce que, et nous les tenons à le dire aujourd'hui, parce que nous en avons ras-le-bol. Nous avons tous signé la déclaration des principes des droits. Nous avons accepté le cessez-le-feu. Nous avons accepté, nous tous, de libérer les prisonniers. Mais lorsque le gouvernement se donne la liberté de pouvoir violer le cessez-le-feu en nous attaquant, en tuant notre population, ils ont fait des infiltrations un peu partout dans les villes, notamment à Bukavu aussi, et dans les alentours. Ils ont, comme je vous ai dit, ils sont en train d'asphyxier la population de Minembwe, qui n'a plus comment s'approvisionner. Personne ne peut quitter Minembwe, ne peut entrer Minembwe aujourd'hui. La population n'a plus de sel, elle n'a plus de savon, elle n'a plus rien à manger. Il y a un avion qui est parti à Minembwe pour apporter l'aide humanitaire. L'avion a été cloué au sol, elle a été attaqué par les drones du gouvernement congolais. Jusqu'à quand on va continuer à accepter cet état des choses? Nous avons dit à la médiation que nous voulons que cela s'arrête d'abord. Mais si cela ne s'arrête pas, si les offensives ne s'arrêtent pas, nous prendrons nos responsabilités. Et quand nous les prendrons, nous ne voulons pas qu'on puisse nous accuser, nous, d'avoir violé le cessez-le-feu. Parce que celui qui viole le cessez-le-feu est en train d'être vu par tout le monde. Tout le monde sait voir que c'est Kinshasa qui est en train de violer le cessez-le-feu et personne ne dit non. Nous prendrons nos responsabilités par rapport à ça. Monsieur le coordonnateur adjoint de la F-123, merci beaucoup parce que vous avez un agenda, votre agenda est surchargé, mais vous avez accepté de nous recevoir. Merci infiniment. On espère que ce ne sera pas la dernière fois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je serai toujours heureux de répondre à vos invitations. Messieurs et dames, fin de cet entretien avec le coordonnateur adjoint de la F-123 sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Merci surtout de nous avoir suivis.